Bonjour, bonjour à tout le monde. Donc, Igor Rimbaud, je suis le dirigeant et cofondateur de la société Vitruvens. Donc, je vais vous parler donc, plus d'énergie mais dans le domaine médical euh, donc, de ce qu'on appelle la transmission d'énergie transcutanée. Euh, En introduction, une présentation d'entreprise, on a un bureau d'études en fait de 4 employés, bientôt 5, et qui a pour mission de travailler, de développer sur des solutions d'énergie autonome dans le domaine médical et autres aussi. Mais bon, notre part récente, il est orienté médical. Et donc ça, c'est l'activité de Vitruvens Studio. Donc on va de A à Z répondre aux besoins de nos clients. Et puis on a une activité Vitruvens Lab, qui est un centre d'innovation qui travaille sur le système de recharge sans fil par ultrason, entre autres, là, mais on travaille aussi dans le domaine de l'induction, dont on va parler aujourd'hui. Et une autre thématique dont je ne parlerai pas, peut-être au cours d'un autre atelier plus tard, on travaille sur des techniques de surveillance de monitoring des batteries par ultrason. Donc, on est en partenariat avec le CRESIT, on collabore entre les énergies, la compatibilité électromagnétique, la mesure des systèmes basse consommation. Et on est basé à Tours et on est filiale du groupe Poliam. Donc, dans un premier temps, le contexte des dispositifs médicaux actifs, et notamment des implants. Donc, en fait, bon, on ne le voit pas encore aujourd'hui, mais c'est une myriade d'applications à venir dans tous les domaines, hein. Aujourd'hui, il y a le nombre de développements dans le domaine de la cardiologie, notamment, bon, vous connaissez tous les pacemakers, mais on travaille, il y a énormément de développement dans des dispositifs d'assistance cardiaque, notamment pour les gens qui souffrent d'insuffisance cardiaque sévère, des cœurs artificiels, hein, vous connaissez la société Carmat, mais il n'y a pas qu'elle, hein, il y a d'autres sociétés qui travaillent sur des prothèses cardiaques complètes. Dans le domaine de la neurostimulation, dans le domaine de la restauration de la vue aussi, des implants oculaires. Donc, une myriade d'applications qui font qu'aujourd'hui, il y a énormément de développement dans ces dispositifs. Par contre, quand on parle d'énergie, bon, ces systèmes sont tous alimentés par des piles aujourd'hui, donc non rechargeables. Et on peut dire que l'énergie, comme disent les Anglais, est un peu l'éléphant dans le salon. C'est-à-dire que la pile est là, on s'en occupe pas, on a une pile, mais en fait, c'est le principal problème du dispositif. Là, vous avez une image à rayon X d'un pacemaker. Vous voyez que la pile a rempli la moitié du volume. Et donc, ce qui est dans le domaine des implants médicaux, la taille est critique, hein, pour la biocompatibilité, la taille est critique. Et si maintenant on regarde l'aspect consommation, hop, examen, hop, non, non. Voilà. Vas-y, c'est bon. Là, vous avez, bon, je vais pas aller trop, je vais aller rapidement. Vous avez la documentation d'un pacemaker. Et ce que vous voyez sur ce document-là, en gros, la durée de vie d'un pacemaker, donc d'un stimulateur cardiaque, dépend énormément de la sollicitation par le patient. Et en fait, vous voyez là, si le patient, il est en bradycardie, donc il va solliciter le pacemaker de manière intensive. S'il a un fonctionnement normal, quasiment, il ne va pas solliciter le pacemaker. Et vous voyez que la durée de vie, elle peut aller de 1,2 années à 14 années. Il faut savoir qu'un pacemaker, quand la pile est déchargée, c'est une opération. Voilà, c'est direct. Donc aujourd'hui, voilà, c'est l'état des lieux pour les patients qui ont un pacemaker. Donc souvent, on parle d'une durée de vie de 7 ans. En fait, c'est pas grave. Ça peut être vraiment, c'est dépendant de l'usage, en fait, de la sollicitation par le patient. Donc, il y a un gros problème, hein,
et qui a été bien ciblé par les autorités, puisqu'aujourd'hui, dans le dernier appel à projet du gouvernement, la durée de vie des implants, et c'est vrai des dispositifs, fait partie des préoccupations majeures du gouvernement, puisqu'ils ont lancé un appel à projet donc au mois de juin, visant justement à favoriser l'émergence des implants actifs, mais en améliorant leur durée de vie. Donc c'est vraiment un point de préoccupation. Et donc, si on veut prolonger la durée de vie, si on veut prolonger la durée de vie des dispositifs, tout en gardant la miniaturisation, puisque comme je vous ai dit tout à l'heure, la miniaturisation est un point critique pour la biocompatibilité, ça suppose de passer de systèmes de piles à des systèmes rechargeables. L'idée étant que si je passe d'une pile à un système rechargeable, je n'embarque pas de l'énergie pour la durée de vie de l'implant, mais uniquement je n'embarque de l'énergie entre deux recharges. Donc je peux diminuer la taille de l'énergie embarquée et donc réduire la taille. Par contre, se pose la question, si je passe d'une pile à une batterie, comment je recharge? Vous avez la question. Donc là, les âmes sensibles, je vous invite à fermer les yeux. On peut passer par un câble en percutané. Donc ça a été fait hein, aujourd'hui pour des gens qui ont donc ils sont en insuffisance sévère, cardiaque sévère. On leur met une pompe d'assistance qui vient aider le cœur et l'alimentation se fait à travers une batterie extérieure. On passe un câble à travers le corps humain. Le problème est le suivant, c'est qu'on a des infections. En gros, il y a 100% d'infections, donc vous le voyez là, donc c'est pas très beau à voir. Et en fait, les patients, pour la plupart, décèdent non pas à cause de problèmes cardiaques, mais à cause de problèmes d'infection. Donc, tous les chirurgiens vous le diront. Donc, ça, c'est pas la solution. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a un fort engouement pour ce genre de dispositif, mais l'ensemble des chirurgiens thoraciques demandent à passer à des systèmes d'alimentation sans fil. Et donc, on passe à des systèmes qu'on appelle des TET, qui veut dire transmission d'énergie transcutanée. Le principe est simple, hein, il est composé de trois éléments. Un émetteur qui vient générer un signal. Donc, il y a un signal, on va dire une porteuse d'énergie. Donc, comme vous allez voir, là, on va parler d'induction et d'ultrason, qui passe à travers le corps humain et qui vient après, on a une conversion électrique qui vient donc téléalimenter le dispositif. Donc, dans ces technologies, donc moi aujourd'hui j'ai fait le choix de vous en présenter deux, sachant qu'il n'y en a pas, il y en a trois en fait. L'inductif et les ultrasons. Et une dernière, il y a ce qu'on appelle l'énergie capacitive, mais qui est beaucoup moins mature. Et donc, je vais me focaliser sur l'induction et les ultrasons. Donc, l'induction qu'on va appeler I-TET et les ultrasons qu'on appellera U-TET. Donc, physiquement, bon, l'induction la plus connue, hein, c'est géré par les lois de Laplace et de Faraday, hein, à l'émission et à la réception. Donc, on voit, alors, les équations n'apparaissent pas, là, mais globalement, bon, là, il y avait une équation. La puissance, ouais, en fait, il faut savoir, c'est que la puissance de transfert est très dépendante, en fait, de la qualité du couplage entre les deux bobines. Et on verra plus tard que, dans ce que je vais vous présenter, que le figure de mérite sera évalué par rapport à ce facteur-là. Dans le cas de l'ultrason, ben, on va utiliser des éléments piézoélectriques hein, qui sont utilisés en échographie. Hein, quand vous passez une échographie, la sonde, c'est une sonde piézo, tout simplement. Et on a des tenseurs, donc quand on vient alimenter un élément piézo, il se crée un mouvement mécanique, haute fréquence, qui peut se propager dans le milieu. Donc le milieu peut être de l'air, principe des radars hein, dans les véhicules, et peut-être le milieu humain, les tissus humains, les ondes mécaniques passent à travers les tissus humains. Et donc après, l'onde se propageant, et au niveau de l'implant se trouve un élément piézoélectrique. Là, on a une conversion inverse de l'onde mécanique en onde électrique. Voilà, tout simplement. Donc, quand on a ces deux technologies-là, quel est le besoin? En fait, dans les besoins en puissance,
aujourd'hui, dans les dispositifs médicaux, on va de quelques dizaines de microwatts, c'est le cas d'un pacemaker, jusqu'à plusieurs dizaines de watts, c'est le cas d'une prothèse cardiaque complète. Donc la gamme de puissance dont on a besoin est très large. La profondeur de transmission, c'est-à-dire entre l'extérieur du corps humain et l'intérieur, on peut être en sous-cutané, donc là, c'est juste l'épaisseur du corps humain, dont on est entre 1 et 2 cm. Mais dans le cas, par exemple, des applications cardiaques, pour quelqu'un de corpulent, on peut aller avec des transmissions jusqu'à 10 cm. Donc on a besoin de transmettre en profondeur. Un point important, la tolérance au désalignement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas demander au patient de positionner le chargeur extérieur de manière précise. Il faut que ça soit tolérant au désalignement, c'est-à-dire que si entre l'accessoire et l'implant, on n'a pas un alignement, il faut que quand même le système puisse recharger. Et alors, il n'y a pas de standard, mais il y a, on va dire, un usage qui veut que la tolérance des alignements soit au moins de plus ou moins 20 minutes. L'échauffement des tissus. Alors ça, c'est un point hyper important pour dire, par contre, là, c'est réglementaire. Quand vous, alors même quand vous subissez un traitement, quel que soit le traitement d'ailleurs, une échographie, un traitement IRM ou même un traitement pour du cancer, par exemple, avec les ultrasons, il faut que les tissus, l'échauffement des tissus soit fait à 2 degrés. C'est-à-dire que si un tissu est d'un 37, il ne faut pas qu'il monte au plus de 39. Ça, c'est réglementaire. Il faut que la température de la peau ne soit inférieure à 43 degrés, quel que soit le traitement qu'on va faire, et la température déjà inférieure à 48 degrés. Il faut qu'on soit dans des tensions, dans très basse tension de sécurité, donc à 50 volts, et que le système soit communicant. Ensuite, il y a des exigences propres aux ultrasons et à l'induction. Il y a que la densité de puissance en induction, elle doit être inférieure à 40 milliwatts par centimètre carré, notamment pour limiter l'échauffement à 2 degrés Celsius. Et d'un point de vue normatif, pour les ultrasons, la densité de puissance, ça c'est les règles échographiques, la densité de puissance dans le tissu en échographie, elle doit être inférieure à 720 milliwatts par centimètre carré. Et ensuite, on a des règles plus spécifiques sur l'index mécanique, qui est quand on fait une onde mécanique, on vient faire vibrer les tissus, on a des règles sur l'index mécanique. Donc voilà en gros le besoin. Après, quand on compare les deux techniques, on voit très vite entre l'induction et l'acoustique qu'en champ proche, la qualité de couplage de l'induction est nettement meilleure, puisqu'on voit que le rendement est meilleur en induction en champ proche. Par contre, dès qu'on arrive en champ lointain, environ jusqu'à 10 cm, on voit que là, les courbes se croisent à partir de 3 cm, et où l'induction devient à des performances plus faibles que les ultrasons. Et vous allez voir, là, on parle d'un type d'ultrason, mais avec celui qu'on développe, on arrive quasiment à avoir aucune atténuation, à avoir un rendement quasiment stable en profondeur. Là, c'est la première différence entre l'induction et les ultrasons. Ensuite, le désalignement, donc c'est-à-dire que si j'ai un désalignement, quelle est la tolérance au désalignement si ma source est décalée par rapport à ma cible? Voilà. Ben, vous voyez très vite que dans le cas de les ultrasons, surtout quand on a un seul élément, à quelques millimètres de décart, on n'a plus rien. Donc ça, c'est très sensible, c'est-à-dire que deux éléments ultrasons, dès que vous allez décaler de quelques millimètres, il n'y a plus rien. Vous n'avez plus d'énergie. On voit que pour l'induction, c'est un peu meilleur parce qu'on arrive, quand on regarde le fameux facteur de couplage dont je vous ai parlé tout à l'heure, là, on a une tolérance qui peut aller jusqu'à plus ou moins 10 mm. Donc, on est déjà nettement meilleur, mais on reste quand même inférieur aux besoins. Donc, si on compare l'induction avec les ultrasons, on voit qu'en termes de performance, en champ proche, la technologie induction a de meilleures performances qu'en champ lointain. On voit que la distance de transmission pour les ultrasons présente moins d'atténuation. Donc, les ultrasons offrent un bénéfice dès qu'on va aller transmettre de l'énergie sur des implants qui sont lointains. En termes d'échauffement, les ultrasons créent moins d'échauffement que l'induction. Notamment par le fait que, bon là c'est un peu technique, mais il n'y a pas de courant de Foucault, on est sur des ondes mécaniques,
Donc, par définition, il n'y a pas de courant de flux. Alors que dans l'induction, les tissus sont conducteurs. Il faut savoir que quand on passe des ondes électromagnétiques dans le corps humain, il y a des courants de Foucault dans le tissu, par définition. Donc, on crée des chauffe-eau. Au niveau de la miniaturisation, on a vu tout à l'heure que la régulation américaine autorisait une densité de puissance de 720 milliwatts par centimètre carré pour les ultrasons, alors qu'elle est de 40 milliwatts par centimètre carré pour l'induction. Donc, potentiellement, à même puissance, on aurait une meilleure miniaturisation en ultrasons qu'en induction. D'un point de vue réglementaire, donc là, le président en parlera tout à l'heure, mais la transmission d'énergie par induction est soumise à des règles réglementaires au niveau CEL, notamment le N6601, donc ça c'est la norme médicale, en classe 2, et la CISP. Et si le système est communicant, il doit être soumis à la norme RED aussi. Donc il y a des règles réglementaires au niveau, enfin, il y a du réglementaire au niveau de l'induction. Et enfin, au niveau du désalignement, on a vu que l'UTEC était très sensible au désalignement, où l'ITEC est beaucoup moins. Donc, en gros, ces deux technologies ne sont pas concurrentes, mais elles sont complémentaires. Et on voit que l'UTEC, la partie ultrason, va être intéressante pour des systèmes à très basse consommation, comme les implants oculaires. Donc là, par exemple, c'est un système qui est en cours de développement, entre autres en France, ce système-là, qui mesure, donc c'est un capteur qui mesure la pression intraoculaire pour les implants cérébraux, ou alors pour tous les systèmes de monitoring dans le domaine de la cardiologie. Par contre, l'ITEC va être intéressant pour des gros systèmes à forte puissance, tels que les pompes d'assistance cardiaque ou les prothèses cardiaques complètes ou les pompes à insuline. Donc voilà, deux technologies qui finalement se complètent d'un point de vue applicatif. Donc maintenant, pour finir ma présentation, je vais vous introduire le projet que nous on développe au niveau de Vitrutet. Donc il s'appelle Smart Vitrutet. Donc on développe une technologie de transmission d'énergie transcutanée par ultrason, mais qui, à la différence de tout ce que je viens de vous présenter, est non pas basé sur un seul élément, mais sur une matrice d'éléments. C'est-à-dire que notre émetteur est composé de 64 éléments en forme de rosace. Là. Et en fait, on vient d'une manière autonome focaliser le vaisseau d'énergie. Quand vous passez une échographie, en fait, le cardiologue ou le praticien, en fait, sur son système, il vient régler le point de focale manuellement. Nous, notre technologie, en fait, par un système de transpondeur, vient détecter automatiquement sa cible et après, on focalise automatiquement le faisceau d'énergie pour atteindre la cible. Ce qui nous permet justement de diminuer l'atténuation que je vous ai présentée tout à l'heure. On peut ajuster le faisceau d'énergie en X, Y, mais aussi en Z. Et donc, on peut avoir un point de focalisation et diminuer, à garder des performances constantes suivant la profondeur. Donc, on a ce réseau-là, et en fait, on a notre émetteur dans l'implant, on a ce petit système-là, donc c'est un monoélément, qui est tout petit en fait. Dans la réalité, là, il est encapsulé dans du titane, mais il fait 2 mm par 1 mm, donc très petit. Et donc, lui, il est destiné à être dans l'implant. Et lui, il va émettre un signal qui va être détecté par la matrice en fait extérieure. Et la matrice, ensuite, à la réception de ce signal, on traite le signal pour après focaliser l'énergie sur l'implant. C'est le principe du transpondeur, tout simplement. Voilà. Donc, l'idée, voilà, avoir une détection automatique de la cible, de transmettre. On développe un système qui peut transmettre jusqu'à 10 cm de profondeur. Ce que l'on fait aussi, on utilise la porteuse ultrason pour faire la communication sur la porteuse et ne plus communiquer à travers. Il faut savoir que tous les implants aujourd'hui sont BLE, ils sont tous Bluetooth. Et j'en discutais avec un ingénieur biomédical à l'hôpital de Nantes. C'est pas sans poser de problème, parce qu'aujourd'hui, il y a même du hacking sur les implants. Ça existe. Donc, d'avoir un système qui communique sans passer par le réseau RF est très intéressant. Et donc, il faut que ça soit un système portable autonome et je dirais user-friendly. On adresse des patients
Il faut savoir que la plupart des systèmes, des implants ou des accessoires comme ça que l'on propose aux patients, une grande partie sont non acceptés par les patients parce qu'ils ne sont pas pratiques à utiliser. Donc, les patients n'en veulent plus. Donc, pour finir, donc là, vous avez les performances. Donc, bien focalisé, vous avez là une image de simulation qui présente la fertilisation du faisceau d'énergie au centre, à droite, à gauche, suivant le positionnement de la cible. Et on arrive donc à focaliser le faisceau d'énergie à plus ou moins 22 degrés. Si on regarde en termes de puissance, bah vous voyez que voilà, sans focale, donc avec un mononémo, bah on a vu, on avait quelques millimètres de tolérance au désalignement. Avec le système Smart UDEL, vous voyez qu'on arrive à quasiment un spectre de puissance à balayer jusqu'à plus ou moins 20, plus ou moins 30 millimètres, tout en gardant un niveau d'énergie d'environ 9 milliwatts. Si je vous reprenais la slide que je vous ai présentée tout à l'heure, on parlait de quelques milliwatts de transmission. Donc là, on est carrément dans le cahier des charges. Et ensuite, quand on regarde l'atténuation en profondeur, on voit que suivant les différentes tensions d'excitation, on a très peu d'atténuation de la puissance transmise. On reste quasiment stable. Donc, pour finir, en conclusion, on dit, bah, aujourd'hui, bah, les implants actifs prendront une part importante on va dire, de l'arsenal thérapeutique de la médecine de demain. Ça, c'est clair. Il y a énormément de développement aujourd'hui dans ce sens. Mais parallèlement, les autorités sont très sensibles à la durée de vie de ces implants. Et ces implants qui coûtent cher. Hein. Pour vous donner un ordre de grandeur, une prothèse cardiaque complète, un cœur artificiel, le coût à venir, ce sera 150 000 euros. Donc, c'est ça, on parle de ça. Donc, c'est un coût quand même. Donc, il faut que la durée de vie de ces systèmes soit démontrée pour simplement une prise en charge par les assurances. Donc, il faut que la durée de vie soit démontrée et ça passe par des systèmes en charge. D'où l'initiative du gouvernement. Donc, nous, on s'est positionné sur le développement de ces technologies tête, induction et ultrasons. Et ces deux technologies nous paraissent complémentaires, à la fois en termes de distance. Hein, on a le compromis finalement puissance, profondeur, où on voit bien que l'ITEP, l'induction, et se positionne là sur des applications haute puissance, mais à faible distance, alors que la technologie ultrason va être adaptée pour des solutions basse puissance, mais à plus grande distance de communication, d'alimentation. Le système Smart UTEP qu'on développe, lui, amène la sensibilité au désalignement. Donc, il vient compléter le panorama, la couverture applicative. Voilà, donc j'en ai fini pour ma présentation et je vous remercie. Merci, Paul. Est-ce qu'il y a... Voilà, de toute façon, est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette présentation? Peut-être le temps que Christophe ait bien préparé la suite. Peut-être, oui. Je me suis demandé, est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser par exemple des énergies cinétiques pour fonctionner les micro-watts, je pense notamment au pacemaker, ou par exemple aussi, je sais qu'en ce moment, il y a des expérimentations sur la récupération de l'énergie, l'électricité en fait produite par les ondes Wi-Fi qui nous en rentrent finalement, il y en a pas mal, donc il y a des choses comme ça. Alors la réponse est oui. Et, au niveau de Doliam, donc je vous dis qu'on appartient au groupe Doliam. Donc Doliam est une holding familiale qui détient notamment la société Vermont à Tours. Et dans une de nos filiales, on a une société qui s'appelle Cardac, qui est basée à Paris, et qui développe un pacemaker auto-alimenté avec ce qu'on appelle un cantilever piezo, et donc qui utilise la cinétique du cœur pour alimenter le pacemaker. Donc on a donc là les problèmes dont je vous parlais de durée de vie devant l'usage, là ils sont complètement éliminés. D'autres systèmes qui sont en état de recherche, c'est, on en a parlé tout à l'heure, les piles à combustible. Il y a des gens qui travaillent sur des piles à combustible au glucose. On utilise le sucre du sang, donc notamment pour les diabétiques, pour alimenter une pile à combustible. Vous avez l'état de recherche. Après, la téléalimentation, pareil, il existe aussi. Mais elle existe pour les systèmes non implantés.
Et voilà, en gros, les systèmes qui existent. Alors, on parle même de. Il faut savoir que la peau, elle n'est pas opaque, en fait. Voilà, la lumière passe au travers de la peau. Il y a même j'ai vu ça dans la biblio, et il y a même des gens qui implantent des panneaux photovoltaïques. Où on vient récupérer l'énergie lumineuse, mais en sous-cutané. Voilà. Oui, oui. Et- alors après, il y a des histoires. Alors, dans le non implantable, alors moi, j'ai travaillé dans une institut sur la thermoélectricité. On utilisait la chaleur de la peau et par l'effet Seebeck, on arrivait à alimenter un petit bracelet de biométrie. C'est déjà encore mal lui produit de la bioélectricité, Ouais. peut-être très peu. Ouais. Donc après, il y a eu même des. Alors, c'est très advanced, mais il y a des systèmes à base d'enzymes aussi maintenant. Donc, je connais pas bien, mais oui, oui. Ouais, en tous les cas, la récupération d'énergie cinétique, oui. Et, euh, et donc, c'est même très avancé. Hein. Gerdag est très, très avancé dans le sujet, avec une perspective d'implantation dans l'homme très prochainement. C'est sûr, facile. Ouais. Merci, merci Gord. Christophe, je te laisse la parole. La zapette. Ah. La zapette. Ouais, je bouge mes sons. On va prendre le micro. Hein? Non, non, mais c'est pas grave, tu vas investir. Tu vas être à l'honneur, toi aussi. Donc, merci d'être. Je pense que j'ai assez de voix pour m'entendre. Pas la peine de. Parce que j'ai du mal avec le micro. Après, c'est un peu pénible parce que je bouge beaucoup les bras, moi. Donc, bonjour à tous. Donc, moi, je suis Christophe Ellerac, je suis directeur technique de Crésit Industrie et on est venu partager avec vous un retour d'expérience sur des problématiques CEM, sur des systèmes de recharge par induction. Donc, on ne s'était pas concerté avec Igor, on travaille ensemble, mais là, sur la présentation, on ne s'était pas concerté. Donc, il y aura un petit peu de redite, je m'en excuse, mais c'est pour voir ceux qui n'ont pas suivi pendant la première partie. Ça permettra de voir les bons élèves. Je plaisante. Donc, un petit rappel sur le contexte. Igor en a très bien parlé. Donc, il y a les classifications des systèmes en fonction de l'apport d'énergie qu'on fait. Donc, il en a parlé. Il y a les méthodes électromagnétiques. Donc, il l'a évoqué, il ne l'a pas présenté, c'est une méthode capacitive. Donc là, on va envoyer plutôt du champ électrique pour recharger le système. Et puis après, il y a les méthodes inductives. Donc là, on va envoyer du champ magnétique pour recharger le système. Et sur ces deux systèmes, ce mode de recharge en induction, on va voir les méthodes de recharge par coupleur proche, mais aussi on peut éloigner un petit peu les bobines. Et dans ce cas-là, on va utiliser des méthodes de résonance pour améliorer le couplage entre les bobines. Donc, Igor en a parlé du couplage. Je reviendrai un petit peu dessus pour vulgariser un petit peu tout ça par rapport aux applications. Et pour certaines applications, on utilise des noyaux avec des bobines avec noyaux magnétiques pour améliorer un petit peu la canalisation du flux magnétique. Ensuite, Igor en a très bien parlé, donc je passe très vite, c'est la partie ultrason. Et puis aussi, on peut utiliser, donc la question a été posée, est-ce qu'on peut utiliser de la récupération d'énergie RF? Oui, c'est des solutions de méthode de recharge. Et il y a des gens comme par exemple IPIS qui font des petits composants électroniques qui permettent de faire du redressement de l'onde RF dans des bandes de fréquences assez larges, hein, et on peut récupérer de l'énergie RF pour alimenter des systèmes. Ça reste sur des petites puissances quand même, hein. On n'arrive pas à récupérer de très grosses puissances. Ça peut être aussi avec des micro-ondes ou du laser. Il y a la possibilité d'alimenter des systèmes à distance avec du laser. Ou il y a même des gens qui font des armes pour détruire des drones avec des faisceaux laser sur Orléans, la SILAS, là, notamment. La classification, donc Igor l'a abordée, donc pardon pour les redites, mais du coup, comme les slides sont faites, je vais les valoriser. Il faut que je sois dans le champ, mais je pose un d'être à la télé, mais voilà. Il faut que je bouge, excusez-moi pour ce. Mais non, il n'y a personne à distance. Non, mais c'est enregistré, c'est quand même mieux si on répète. Ok. Donc, en termes de classification, donc Igor l'a très bien évoqué, c'est inférieur au centimètre, on est plutôt en champ proche. Après, on a les méthodes en middle field inférieures à 10 cm. Et puis des systèmes à un petit peu plus grande distance, où on va être tout ce qui est supérieur à la dizaine de centimètres. Donc là, on va retrouver tout ce qui est radiofréquence et puis laser ou micro-ondes. Donc on va focaliser aujourd'hui plutôt, nous, sur le champ proche et puis middle field avec les systèmes à induction. Ça, je passe très vite parce que Igor l'a très bien présenté, mais c'était pour vous présenter un petit peu les gammes de puissance en fonction des applications.
Dia, dans les recherches qu'il a fait là pour préparer la journée, il a trouvé une publication dans laquelle il faisait un petit peu un comparatif des puissances qu'on arrivait à récupérer en fonction de technologies. Donc, ce n'est pas quelque chose d'exhaustif, c'était plutôt sur des cas pratiques d'application. Donc, ça permet de vulgariser un petit peu. Donc, je ne vais pas tous les passer en revue, mais on voit ici sur les méthodes capacitives, inductives, champ magnétique à résonance et puis radiative en middle field, pardon. Donc, on voit les différentes bandes de fréquences. Donc, ça commence à nous permettre de voir un petit peu les fréquences dans lesquelles c'est utilisé. On voit aussi un petit peu l'efficacité de transfert de puissance. Donc, on voit qu'il y en a un qui est à 56% là, sur les parties en capacitif. Et puis, on voit des 62%, et puis il y en a qui sont bien moins efficaces. Alors, il ne faut pas prendre ça comme argent comptant, c'est plus par rapport aux évaluations qu'avait fait le chercheur qui a fait cette publication, mais ça donne quand même des ordres d'idées sur les performances en fonction des technologies qu'on va choisir. Un point important qu'a évoqué Igor aussi, c'est la partie SAR, donc la partie qui va absorber le corps humain et qui risque de créer des surchauffes, et c'est réglementé maintenant avec des directives RED, avec des puissances qu'on n'a pas le droit de dépasser en fonction des bandes de fréquences et de l'application sur le corps humain. Juste pour vulgariser aussi les transmissions RF, transmissions acoustiques et puis les transmissions optiques. Donc, pour ceux qui veulent regarder un peu plus en détail, les slides sont disponibles, vous pourrez regarder plus en détail. Comme l'a expliqué Igor, les deux solutions les plus matures actuellement, c'est quand même l'ultrason et la recharge par induction. Les autres sont plus à l'état de recherche et on cherche à améliorer ces solutions-là pour pouvoir trouver et apporter de nouvelles technologies. Mais les plus matures et les plus développées au niveau technologique, c'est quand même la partie recharge par induction et la recharge par ultrason. On a décidé de faire un petit tour d'horizon ici, des petites contraintes de la partie réglementation. Donc, sur tout ce qui est recharge par induction, on dépend de la norme EN 303-417 qui régit un petit peu tout ce qui est système par recharge par induction dans les bandes de fréquences qui sont présentées ici. Donc, on descend de la vingtaine de kHz dont on a parlé entre deux portes tout à l'heure jusqu'à 6 mégas 8 à peu près. Avec la bande de fréquence aussi 100 kg, 300 kHz qui sont intéressantes par rapport au standard, on va l'évoquer tout à l'heure. Dans ces bandes de fréquences-là, ce que dit la norme, c'est que l'équipement, il peut avoir plusieurs modes de fonctionnement et c'est les tests qui sont faits pour valider l'équipement suivant la norme. Donc, il y a un mode en veille, où on va vérifier un peu ce qui bave quand même quand il est en veille. Il y a un mode où il est en mode connecté avec l'équipement, donc il commence à discuter avec l'équipement pour dire je suis présent, quelle puissance tu as besoin et est-ce qu'on est bien aligné. Il y a un troisième mode dans lequel là, ils sont connectés, ils échangent de l'information pour dire moi je reçois telle puissance, ajuste la puissance pour que je sois bien la puissance dont j'ai besoin. Et il y a un dernier point où il transmet la puissance et là, il vient recharger l'équipement. Pour les équipements qui ne supportent pas la communication, ce n'est pas obligatoire, hein, vous pouvez faire des systèmes de recharge par induction où il n'y a pas cette notion de communication. Dans ce cas-là, il faut bien ajuster, c'est ce qu'expliquait Igor, on est plus sensible à l'alignement, il va falloir bien aligner les équipements pour que l'énergie envoyée corresponde bien à la puissance utile à l'équipement en face. Donc, ensuite, du point de vue réglementaire, la 417 fait beaucoup appel à la 300-330 parce qu'il y a une partie communication radio qui peut être en jeu et puis il y a des notions de niveau aussi par rapport aux bandes de fréquences. Et quand on est dans aucune de ces références-là, on fait appel à la 55-011 qui donne des niveaux que je présente dans la petite slide d'après. Donc, pour tout ce qui est 330, on a des puissances en champ magnétique qui sont données ici sur ce qui est autorisé à rayonner. Et quand on sort dans le cadre de ces normes-là, on fait appel à la 55-011 qui nous donne un gabarit en fréquence qui est de moins 39 dB microampères par mètre jusqu'à 3, pardon, plus 39 à 3. De 150 kg jusqu'à 30 mégas. Et donc là, c'est un exemple que je vous présente où en fait, le device, il va alimenter un système embarqué. Donc on voit qu'on sort du gabarit, on est dans la bande ISM, donc là, on a le droit. C'est-à-dire que là, ce dépassement de gabarit est autorisé parce que c'est un système d'alimentation par induction d'un système implanté. Et par contre, ces relais-là, qui sont des harmoniques, elles ne doivent pas dépasser le gabarit. Donc pour être conforme, vous avez le droit de taper au-dessus du gabarit sur la fréquence d'alimentation qui est dans la bande ISM, en l'occurrence le 6 mégas 8 ici. Par contre, toutes les raies qui sont autour en induction, donc inférieures à 150 kHz, on doit respecter le gabarit et pas dépasser ces niveaux-là. C'est un des enjeux importants dans le développement d'applications à recharge et induction et notamment la maîtrise de l'ampli pour driver la charge.
Standardisation. Il y a des consortiums qui se sont montés, donc plus ou moins anciens. Il y en a un qui s'appelle AirFuel Alliance, qui s'est créé en 2017 et qui venait de la fusion de A4WP, donc l'Alliance for Wireless Power, et puis le Power Matter Alliance. Et donc, ils ont fusionné ensemble pour mettre en place une standardisation dans la dans la gamme des 6,78 mégas. Et pour info, cette bande de fréquence a une largeur de bande autorisée de 15 kHz. Donc, c'est vous dire que c'est compliqué de faire la communication dans la bande en utilisant les modulations de porteuses pour arriver à envoyer de l'information. Certains le font, mais ça reste un peu exotique. Et souvent, comme l'a expliqué Igor, on se rabat sur de la communication en BLE. Donc, pour pouvoir faire l'asservissement du device avec l'équipement embarqué sur la partie puissance, eh ben, on met en place du BLE pour que les deux communiquent entre eux. Donc, il y a une phase de connexion, échange d'informations, synchronisation, etc. Sur la partie BLE. En face, on a le wireless power. Donc, alors, j'ai trouvé un peu tout pour la prononciation. Moi, je dis Ki2, mais en fait, certains disent Si, Chi, enfin, bon, c'est un truc chinois. Peu importe comment on l'appelle. C'est dans la bande des 87 kg à 205 kg. La communication se fait dans la bande. Les puissances qu'on peut transférer, c'est de 5 à 60 watts et il y a des versions qui montent jusqu'à 2,4 kW contre 0,5 watts à 70 watts pour la partie Fuel Alliance. La communication dans la bande, je l'ai dit. Sur l'alignement, il n'y a pas de notion d'alignement sur le AirFuel, alors que sur le Qi, il y a une notion d'alignement. Donc, dans l'échange, il peut y avoir l'information pour dire bah, attends, j'arrive pas à choper la puissance qu'il faut, donc réaligne-toi. Donc, il peut y avoir des notions. Donc, sur les véhicules, il y a des choses qui se mettent en place comme ça pour bien garantir l'alignement du véhicule sur le système de recharge par induction. Donc, ce n'est pas la même norme, c'est la norme LEV qui est marquée en bas. Donc, le même consortium qui s'appelle Wireless Power consortium, il drive le Qi et puis aussi le KI, donc plutôt le Qi pour le premier et puis le KI pour le deuxième, puis pour les plaques à induction, et puis le LEV pour la partie automobile. Je vous ai mis les liens pour ceux que ça intéresse. La spec est disponible directement pour le wireless. Pour le AirFuel, c'est plus compliqué à trouver. Il faut être membre, mais j'ai trouvé une ancienne version quand même sur leur site de la spec qui donne un peu des informations, et notamment les protocoles d'échange, etc. Je ne rentre pas dans le détail aujourd'hui, ce n'est pas le but du jeu. Juste pour vulgariser un peu, parce qu'on voit des choses dans la présentation après, sur la partie AirFuel, on parle de classe de transmetteurs et de catégorie de récepteurs. Bah, c'est les puissances que va être capable de transmettre le transmetteur. Donc, classe 1, c'est 2 watts et on va jusqu'à 70 watts pour le classe 6. Et puis, les catégories, eh ben, c'est les catégories 2, c'est 3,5 watts, de catégorie 7, c'est 50 watts. Et donc, ça veut dire qu'on peut mettre ensemble dans la standardisation un classe 3 avec un catégorie 3. Par contre, on ne fera pas marcher un classe 1 avec un catégorie 3 en émission, un classe 1 en émission. Donc, il y a des couplages qui ne se font pas. Donc, dans la standardisation, quand vous achetez des équipements qui sont compatibles Qi, eh ben, il faut vérifier la catégorie et la classe pour vérifier s'ils peuvent cohabiter. Le point qui est intéressant, c'est qu'on peut avoir plusieurs équipements téléalimentés par un même transmetteur. Donc ça, c'est ce qu'ils expliquent un petit peu après. Ils donnent les quantités qu'on peut... Par rapport à la normalisation et puis à la certification, eh ben, il y a des efficacités de couplage qu'il faudra respecter pour que votre équipement soit déclaré conforme et qu'il passe la spec. Donc, il faut avoir des couplages supérieurs à 74% quand les bobines seront accouplées. Donc, il y a quelques efforts à faire sur le design pour garantir ces couplages-là. Pour vulgariser un petit peu, j'ai décidé de passer quelques slides sur le principe de fonctionnement dont Igor en a parlé, c'est le fameux couplage de la bobine donc moi, ce que j'appelle l'inducteur et l'induit. Donc l'inducteur, c'est celui qui alimente et l'induit, c'est celui qui est téléalimenté. Donc si on revient à nos bons vieux souvenirs de transformateur, un transformateur, c'est deux bobines qui sont couplées l'une avec l'autre. Un transformateur parfait, ben, la mutuelle inductance, elle inclut complètement les deux inductances et on a un facteur de couplage qui vaut 1. Ça veut dire que l'inductance mutuelle vaut racine de L1 sur L2. À partir du moment où ce couplage commence à être un peu mauvais, soit parce que sur notre transformateur, les bobines sont mal bobinées et qu'il y a des isolements, soit parce que nos bobines s'écartent un petit peu, comme dans notre application, eh ben, on va avoir apparaître une inductance de fuite, c'est celles qui sont représentées ici en haut, là, le LLIC 21 et LLIC 12. Et donc, ça, c'est des parties non couplées de nos bobines
de transmission, donc l'induit et l'inducteur. Donc, on va avoir une partie qui va former la mutuelle inductance. C'est ce qu'on voit dans la facteur K qui est en dessous. Donc, les L1 et L2, c'est les parties qui vont être couplées entre les deux bobines. Et les LX, c'est les parties qui ne seront pas couplées. D'accord? Et plus ce facteur de couplage est mauvais, moins on va transférer d'énergie à l'induit. Et donc, il y a des simulations qui ont été faites, hein, on a les outils, on a fait quelques simulations de notre côté, mais on voit que plus on est couplé, mieux on est couplé ici, plus le facteur tend vers 1. Et puis quand on va commencer à désaligner les bobines, donc ce qu'expliquait Igor, hein, elles peuvent être désalignées latéralement, elles peuvent être désalignées en distance, elles peuvent être désalignées angulairement. Et quand on cumule tous ces paramètres, eh ben, on va avoir un résultat de coefficient de couplage résultant qui va donner la qualité de couplage de notre transformateur. D'accord? Donc là, on a intérêt à avoir un couplage le meilleur possible pour garantir la meilleure transmission de puissance possible. Un moyen de pallier ça, c'est de masquer ces inductances de fuite et de mettre ces bobines à la résonance. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le primaire à la résonance, le secondaire à la résonance, et du coup, quand on va les exciter, comme ils résonnent, le peu d'énergie qu'ils arrivent à récupérer, elles se retrouvent un peu focalisées, et du coup, on va amplifier le couplage, et donc on va masquer le défaut de qualité de notre transformateur, c'est la ligne noire, là, et quand on va rajouter une résonance, et ben, on va améliorer le facteur de couplage. Donc, ce facteur de couplage, on peut l'améliorer avec le facteur de qualité de nos bobines, là, la résonance. Plus la résonance va être étroite, mieux on va coupler. Par contre, le risque, c'est que tout défaut de parasites sur la carte, par exemple des kappa parasites, des inductances parasites liées aux pistes, etc., vous allez shifter légèrement par rapport à la fréquence de résonance, et du coup, vous allez dégrader vos performances. Donc, plus il est étroit, meilleur c'est, mais plus c'est risqué, parce que tout phénomène parasite qui va être autour sur la carte, eh ben, va dégrader vos performances. D'accord? Voilà pour la vulgarisation. Donc, pour un rappel, pour ceux qui ne connaissent pas bien, la résonance série, on va avoir plutôt une impédance très faible, donc des courants très forts qui vont passer. Et la résonance parallèle, on va avoir une impédance élevée, donc ce sera plutôt des facteurs de tension élevés. Donc, le choix entre une résonance série ou parallèle va dépendre des choix technologiques qu'on fait sur le système. Soit on veut passer beaucoup de champs au primaire pour créer un champ magnétique très fort et envoyer un maximum de champs au secondaire. Soit on n'a pas besoin de beaucoup de courant parce que le couplage n'est pas si mauvais que ça, mais par contre, au niveau réception côté induit, on va avoir besoin de faire commiter des diodes avec des niveaux un peu plus élevés, et dans ce cas-là, on va privilégier une résonance parallèle pour remonter la tension et passer le seuil de commutation de nos diodes pour garantir l'alimentation et le redressement et l'alimentation du système. Voilà pour ça. Pour vulgariser toujours un petit peu les classes d'ampli, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, mais on parle d'ampli de classe A, classe AB, classe C. Ça, c'est des amplis linéaires, donc c'est des transistors qu'on vient piloter, et en fonction de l'angle de conduction, on les fait conduire plus ou moins longtemps par rapport à la fréquence, et c'est ce qui va permettre de transférer l'énergie à la bobine, à l'inducteur, qui lui va envoyer l'énergie à l'induit. Et en fonction de ces... J'ai l'impression qu'on est faible en batterie. Comme vous voyez, le classe A, il conduit tout le temps, et lui, il a un rendement de 50%. D'accord? Donc ça, c'est les amplis les plus simples qui datent depuis longtemps, et on a toujours cherché à améliorer ce rendement-là. Donc en fonction du temps de conduction et de l'angle d'ouverture, on arrive à améliorer un petit peu le rendement de notre ampli. Et un des moyens d'améliorer ça, c'est de faire du découpage. Donc c'est ce qu'on appelle les amplis, les amplis choppers, et du coup, ces amplis-là, pardon, sont dans la plage classe D à classe T. Donc, dès qu'on a dépassé la classe C, on est sur des amplis à découpage qui nous permet de conduire pendant des temps courts. Et on peut jouer sur un PWM, varier ce temps de conduction pour transférer le maximum d'énergie au secondaire. Et avec ce genre d'ampli-là, on atteint des rendements jusqu'à 100%. Donc, c'est intéressant en termes de transfert d'énergie. Alors, bien qu'ils soient sur papier super intéressants, ils sont super durs à mettre au point. Donc, il y a plein de gens qui se lancent en se disant, ben oui, moi je vois ça, donc je vais partir sur un ampli à découpage. Ils prennent une bonne vieille datasheet ou une note d'application, ils se lancent là-dessus, ils font l'ampli classeux, ils arrivent à transférer l'énergie, mais ils ont un rendement pourri. Parce qu'ils n'ont pas bien mis à point leur ampli. Et c'est un exercice assez compliqué, cet exercice-là. Et c'est un petit peu ce qu'on est venu partager avec vous aujourd'hui. Donc, la technologie générale de ces systèmes à découpage, on a un transistor ici ou un pont
qui va permettre de découper une tension. On vient exciter un réseau, un tuning, donc c'est ce que je vous disais, hein, c'est une bobine résonante. Dans certains cas, en rajoutant plus du matching d'impédance pour adapter l'impédance de notre circuit driver à l'impédance de la bobine, l'impédance équivalente de la bobine, puisqu'on ramène tout le secondaire au primaire. Et l'idée, c'est d'avoir un maximum d'énergie transférée à notre inducteur pour que l'induit en récupère plus après. Et de l'autre côté, pareil, on a un circuit de tuning, éventuellement du matching, et puis un circuit redresseur pour redresser la tension et alimenter le système. Donc, on est venu partager avec vous un retour d'expérience. Donc, c'est un industriel que Igor avait renvoyé vers nous. C'est sur un implant médical. Le système, c'était alimenté par une batterie 3,7 V 200 mAh. Il souhaitait avoir une recharge de l'ordre de 30 minutes. Et du coup, à une distance de 5 mm. Donc, ils avaient fait un système, ils avaient pris des notes d'application, ils avaient fait une magnifique bobine, ils avaient acheté des bobines pour l'induit chez Wurth. Ampli classe E, donc découpage, système résonant, hein, ça vous l'avez bien compris. Et donc là, je vous présente un petit peu les courbes. Du point de vue norme, sur le champ magnétique, il passait. Par contre, en champ électrique, c'était une catastrophe. Il ne passait pas du tout. Donc, ils avaient passé beaucoup de temps avec des accompagnements pour essayer de comprendre d'où venait le problème. Et ils sont venus en pompier chez nous pour essayer de voir d'où ça venait. Donc, on les a accompagnés à régler ce problème et c'est un peu ce qu'on va partager avec vous aujourd'hui. Donc, si on regarde ce qui se passe en bas, là, sur la courbe, on voit la tension au niveau du transistor, la tension de découpage du transistor, et on voit, ici, là, pardon, et donc, cette courbe-là, ce qu'on voit, c'est qu'au moment de la coupure du transistor, en fait, elle ne coupe pas sur un zéro de tension, et du coup, on a plein d'ondulations, et ça, c'est ce qui génère toutes ces harmonies qu'on voit partout. Et donc, c'est que l'ampli a été mal conçu. Donc, il n'est pas accordé à la bonne fréquence et les paramètres du design font qu'il y a toutes ces raies parasites. Donc là, la courbe qu'on vous présente en bas de mesure, c'est après application de toutes les méthodes traditionnelles de CEM, filtrage, etc., les ferrites. Donc, ils avaient déjà gagné une petite dizaine de dB, 20 dB. Et vous voyez qu'on reste encore 20 dB au-dessus du gabarit. Donc, malgré tous les efforts qu'ils avaient pu faire, ils n'arrivaient pas à régler le problème. Et donc, on les a accompagnés à aller voir d'où ça venait. Donc, sur le principe, un ampli classe E, il va commuter sur un zéro de tension. Donc, ce qui est important, c'est qu'on vienne le couper au bon moment. Sinon, on a une coupure qui se passe là avec un front raide. Et ce qu'on voit, c'est toutes les oscillations qu'on peut observer sur le système. Donc, bon, là, j'ai masqué pour des raisons de confidentialité la forme de la bobine de notre client, mais concrètement, on va avoir, c'était une bobine de chez Wurth, là, côté, c'était l'inducteur ou l'induit celui-là? C'était l'induit. L'induit. Et donc, en fait, pour les accompagner dans le dimensionnement, Dia, il a vraiment repris tout le design pour leur expliquer la partie couplage. Donc, on a fait des mesures sur les bobines qui nous ont été fournies. On a fait des simulations aussi pour déterminer le coefficient de couplage. Et on a rajouté dans l'outil FECO qu'on a le corps humain pour voir l'impact du corps humain sur le couplage des bobines. Donc, ces mesures nous ont permis de recaler nos modèles et après de rajouter l'influence du corps humain pour pouvoir voir un petit peu où ils en étaient par rapport à ce fameux coefficient 4 couplage pour voir s'ils étaient dans les clous ou pas. Le principe de mesure, je vous l'ai mis là pour ceux que ça intéresse, mais le principe pour mesurer l'inductance de fuite, c'est de mettre les deux en bobine en série, dans un sens et puis dans l'autre. Et dans un cas, les inductances s'ajoutent et elles se retranchent. Et du coup, on a moins 2M ou plus 2M et on retrouve les inductances de fuite L1 et L2 après. Donc ça, on a fait les mesures avec notre VNA, plus des simulations pour retomber sur nos pieds. Sur ce principe de fonctionnement de l'ampli, ce qui est important, c'est de garantir que notre montage complet, il va être en fonctionnement dans cette zone-là, donc entre deux fréquences, que je vous ai mis là, les calculs de ces fréquences-là. Et si vous garantissez que votre système, il travaille à cette fréquence quelque part ici, le mieux, c'est d'être à peu près au milieu pour ne pas être trop sensible aux variations liées au circuit. Vous êtes inductif. Vous voyez, l'impédance monte avec la fréquence, ça veut dire que c'est une inductance. Ici, on est capacitif. Donc, dans la mesure où vous arrivez à vous placer dans cette zone-là, vous allez faire que votre montage va fonctionner correctement. Donc, Dia, ce qu'il a fait, c'est qu'à partir des simulations et des mesures, il est venu corriger les valeurs que le client avait montées sur son réseau, d'accord? Donc, il avait 68 pif ici, donc on a repris les valeurs, on a fait les correctifs. Et malgré ça,
le montage fonctionnait toujours pas très bien. Donc, en investiguant encore un peu, on s'aperçoit que le transistor, il a une capa parasite en sortie de le COS, là, c'est cette courbe-là qu'on voit ici. Donc, vous voyez qu'on est à une vingtaine de pifs, là. Et que, en plus, elle est variable en fonction de la tension d'alimentation. Donc, il faut faire vachement gaffe à ça, c'est que on aura beau avoir fait toutes les belles mesures qu'il faut, choisir les bons composants sur la carte, faire attention aux capas parasites de la carte, aux inductances parasites de nos pistes, ben, notre transistor, il a un facteur important dans tout ce montage-là. Et donc, pour valider ça, en fait, ce qu'a fait Dia, il a fait une simulation du même montage en rajoutant une capa parasite qu'il a fait varier. Et pour montrer aux clients que, en fait, finalement, il ne se retrouvait pas ici, dans la zone où il espérait, mais que sa zone de fonctionnement, elle a été grandement réduite et baissée vers les basses fréquences, ce qui fait que son point de fonctionnement, il se retrouvait en capacitif et non plus en inductif comme il espérait. D'accord? Et donc, pour aller au bout de la démarche, il a fait des simulations SPICE en prenant différents transistors pour montrer l'impact de cette fameuse capa parasite par rapport à la coupure à zéro. Et il y a certains transistors, par rapport à la taille, à la bobine qu'ils avaient choisie, qui n'étaient pas utilisables avec les capas d'accord qu'il faut pour fonctionner à 6 mégas78, qui n'étaient pas utilisables pour cette application-là. Et malheureusement, celui qui avait choisi n'était pas utilisable. Voilà. Donc, on a pu donner une autre référence pour leur permettre de fonctionner avec le même montage sur l'application finale. Pour vous montrer un petit peu l'impact, donc là, c'est la simulation toujours sans tous les applicatifs CEM qu'on pourrait mettre en place. C'est vraiment le montage brut, sans les composants parasites, inductance, capa parasite sur la carte. Mais le montage avec le mauvais transistor, avec le bon transistor. Et on voit que, suivant les cas, on se retrouve avec de l'ondulation ou pas. Et ça fait un écart de 20 dB en puissance rayonnée, là, en champ électrique. Donc, gagner 20 dB ici, ça veut dire qu'on récupère grandement sur le gabarit derrière. Mais il faut savoir que 20 dB récupérés ici, c'est aussi 20 dB qui ne se propagent plus dans la carte et qui ne tombent pas dans des zones parasites avec des résonances, qui fait qu'on baisse tous les niveaux derrière. Ça n'empêche pas qu'on peut rajouter en plus les filtres pour améliorer tout ce que la carte peut baver et respecter le gabarit. On va passer à une petite démo, on va vous présenter un peu ça avec Dia. Donc là, c'est une carte d'Eval. Donc pour info, une partie des travaux qu'on a menés ici est basée sur un livre qui s'appelle la trilogie de Wireless Power Solution que vous pouvez trouver chez Wurt. Sur ce livre-là, on a trouvé référence d'un kit intéressant. On espérait l'avoir plutôt pour jouer un peu et le martyriser et changer les capas pour vous montrer un peu plus les signaux. Malheureusement, on a manqué de temps. Mais là, juste pour vulgariser un petit peu, c'est un montage avec... alors, il est marqué dans la note d'application que cette antenne est top secret et qu'elle est non, pas une DS, il y a une patente, enfin... Un brevet, merci. Et en fait, on trouve le schéma partout. Donc, je ne sais pas pourquoi il protège ça, mais bon, c'est pas grave. Donc, ça, c'est une bobine. Donc, c'est le fameux inducteur. Ici, on voit, donc, c'est un device en classe 3. Et ici, on a non, c'est un émetteur, un PTU en classe 3. Et on a un device en catégorie 3. Donc, on a utilisé, c'est les sons qui sont tombés, je vais les remettre, t'inquiète pas. On a un device en catégorie 3 qui est ici. Donc, le principe, c'est un pont en H, donc en différentiel. Il y a un système d'aide à la commutation pour les transports. Et puis, on alimente le device là. Il n'y a pas la partie communication BLE, c'est vraiment que la partie induction là. Et on va vous montrer un petit peu les résultats. Et puis, c'est un transistor EPC 2038, donc c'est du gallium nitride. Il est intéressant parce qu'il a, alors celui-là est un Anderson de 3300, son petit frère a 16 milliohms. Et puis, par contre, le COS, il a 1,6 pif. Je te sais, fait attention tout à l'heure, les transistors qu'on avait tout à l'heure, ils étaient plutôt à 300 pif ou plus élevés. Donc, ceux-là, ils sont intéressants pour ce genre d'application. C'est EPC qui fait ça. Ouais, je mets les sons et puis. Alors, faut être souple. Et puis. Je les avais calés le premier coup, je ne sais pas si je vais y arriver 2 fois, mais c'est pas gagné. On n'est pas couché. Non, c'est pas grave. Bien réussi à les caler.
Parce que là, si je mets un, voilà. Si je mets je pense que je vais rester comme ça, c'est pas grave. Je mets l'attention, s'il vous plaît. Ouais, donc, on va pas faire attendre les joueurs. Parce que le plus simple, c'est ça. Donc là, on a une partie, la partie driver alimentée en 7 volts 8, et puis la partie puissance, là, on va mettre un peu plus de 9 volts, 9 volts. Vas-y, je te laisse expliquer. Oui. Donc là, on voit très bien que ici, ça regarde. On va prise de tension. Oui. Donc après, vous pouvez voir ici, en fait, en fonction de la distance par rapport au facteur de couplage, on peut augmenter plus ou moins donc, cette tension-là. Ça peut arriver jusqu'à, je sais pas si vous, en tout cas, il y a la caméra. Oui, la caméra. Voilà, c'est C'est ça. C'est pas pourquoi, je connais un autre. Ah, c'est dit. Et puis là, on met ça. Là, c'est vraiment bien. Oui. Ouais, c'est bon, là. Je sais pas, mais en tout cas, voilà. Sur de la distance, si on est limite ici, en fait, on n'arrive plus à avoir donc, la tension. Et sur le FFT, on peut voir aussi ici, donc on a ça fonctionne à 6,8 mégas. Donc on a l'arrêt fondamental, mais on a aussi toutes les harmoniques. C'est ce qu'on voulait vous montrer. Et c'est un système donc, de recharge à distance. Et là, on peut aller jusqu'à une puissance, tout à l'heure, on l'a testé, on a une puissance de 5 à 6 watts ici sur le récepteur. Et là, on peut alimenter 5 à la fois, donc 5 récepteurs de ce type-là à la fois. Vas-y, c'était des choses. Non, non, ce qui était intéressant, c'est que quand il y aura la partie com, le device peut demander la puissance et du coup, l'inducteur va régler la puissance pour pouvoir alimenter le. Et le standard, tu as baissé la ligne, je puisse enlever les sons. Est-ce qu'il y a eu des essais sur des personnes électrosensibles pour voir s'il y a des soucis? Au niveau induction, oui. Enfin, oui. Alors, Igor, tu sais peut-être répondre à ça, s'il y a des essais qui ont été faits sur des personnes sensibles, électrosensibles. Je ne sais pas répondre. Non, non, c'est pas grave. Nous, on fait des tests sur des stagiaires, donc c'est pas grave. Bon, bah, merci, Lydia. Vous avez des questions par rapport à ce qui a été présenté? Est-ce que c'était clair? D'autres questions? Moi, je veux juste faire une remarque sur la question que je reviens. Ici, il y a 5 ans d'arrière, depuis 93, il y a Franck qui fait très belle mission. Ils sont très experts dans une ménagère, il y a un inducteur, il y a une casserole. Quand vous faites des crêpes, quand vous remuez la casserole, là, vous êtes désagréé, la mutuelle, elle change tout le temps, il faut suivre, ça travaille. Quand on fait les problèmes de prix, ils sortent des cartes de 3-4 boîtes, ça prend des enfants à peu près de 150 litres par an. C'est depuis 93, donc il ne faut pas avoir peur de l'addiction de manière générale, vous en avez chez vous. Ah oui, Vous en avez partout. moi, ça ne me fait pas particulièrement peur, mais c'est. Oui, oui, oui. Non, mais par contre, moi, comme des cuisiniers, c'est vrai que quand on a une table de cuisson à addiction, on peut faire une petite sauce et la trouver, c'est pas comme une feuille, il y a tout contact avec la table, la sauce sur la table, peut-être qu'elle doit être plus en édition en fait. Ah, parce que vous n'avez pas une mort. Je pense que vous pouvez faire de mail, là. Je ne suis pas sûr que tout le monde connaisse une élection qui s'est dirigée pour les hommes. Ça fait, c'est en fait, depuis 95, ça fait. Mais alors, donc, là, ma casserole, on ne peut plus dire. Non, ça s'arrête. Voilà, c'est pas vrai. Je ne peux pas arriver partout.
J'avais compris qu'en fait, vraiment, il y a un système où en fait, on va diriger le vaisseau directement sur le coup de la personne. Et en fait, Non, vous savez pas, c'est l'intérieur dans l'élection, c'est le secondaire. C'est la nuit. Bon. Et c'est le secondaire. Bon, Foucault, c'est Pour contre Foucault. l'élection, évidemment, c'est pas les déplacements un peu pour dire le poste et de modèles. c'est peut-être pas la technique là, mais j'imagine que sur des lois. Alors, des hauts, vous voyez, vous avez mal. Le couplage n'est pas bon. Bref, c'est pas d'exposer simplement que cette élection, pour avoir peur, il y en a pas. Ah oui, non, enfin, moi, on présentait juste les principes. Là, où on met les gens en garde aujourd'hui, c'est la partie CEM et le choix du classe à découpage. C'est un gros danger parce que sur le papier, c'est censé avoir un super rendement. La plupart du temps, si les gens ne connaissent pas trop, bah, ils font un copier-coller d'un autre d'appli et puis ils n'ont pas mis les bons paramètres et du coup, ils ont un rendement pourri. Mais souvent, ils ne le qualifient pas parce qu'ils arrivent à alimenter leur système. Donc, ils sont contents. Mais finalement, le rendement est pourri. Et en plus, après, quand ils passent en CEM, bah là, et alors, nous, ce qui nous catastrophe, c'est que quand les gens viennent nous voir, ils nous disent, ça ne marche pas, il faut me le faire marcher, mais il ne faut rien changer. Et là, on leur dit, bah, on n'est pas magicien. Donc, C'est pour ça qu'on a poussé plus loin l'analyse. c'est ça. Là, on a poussé vraiment l'analyse pour vulgariser tout ça et puis essayer de partager un peu ce retour d'expérience. Ouais. J'ai une question. Pour le système implanté, du réacteur, j'imagine que vous n'avez pas sur les familles d'échauffement, les parties implantées. Mais comment on peut gérer ça? Alors, échauffement, ça va jouer beaucoup sur la partie perte. C'est-à-dire que si on ne fait pas attention et tout sur la partie découpage, qu'on n'est pas bien accordé, on va avoir beaucoup de coupures au mauvais moment. Donc, on peut avoir effectivement beaucoup de pertes. Donc là, il faut faire attention effectivement à l'ampli. Comment on fait la partie découpage au secondaire. Et puis, bah, il y a aussi, si vous consommez de la puissance, en général, il y a de l'échauffement en local. Donc, il faut faire le bon compromis, mais il faut faire que l'énergie soit bien consommée dans la partie mécanique en ce qui nous concerne, pour pas qu'il y ait trop de pertes. Pardon? Il y a des pauses au niveau rechargement. Je pense que c'est en impulsion, ils envoient sur des impulsions. Ils envoient, ils coupent et après ils envoient. D'accord, pour la partie, pour éviter des transferts en continu. Oui. D'accord, ok, ça je savais pas. En fait, ils envoient une impulsion, une rafale, on va dire, d'impulsion et après ils s'arrêtent. C'est pas en fait. Pour la recherche. En tout cas, sur le système qu'on a étudié. D'accord. Voilà. Oui. Après, ça peut varier parce que là c'était un truc un peu propriétaire sur lequel on a travaillé. C'est un peu à part, mais par contre, sur le côté médical, on n'a pas vu de standardisation. Les standardisations dont on vous a parlé, c'était plutôt application téléphone, headphone, etc. Mais sur le côté application médicale, on n'a pas vu de standardisation pour l'instant. Bah, merci à tous les deux. Merci. Donc là, on va revenir à des choses un peu moins techniques, mais néanmoins assez importantes, ce qui est la partie financement. Parce que c'est aussi, ça fait partie du nerf de la guerre également. Donc là, j'ai demandé à Gilles Couturiot d'Actimpro de faire une présentation sur bah, justement les différents financements possibles. Si j'y arrive. Oui, non, c'est pas ça. Voilà. Hop. Non, je remplace la caméra. Voilà. Merci. Bon, alors je vais essayer de faire court. On est en fin de journée. Je sais qu'on a pris un peu de retard et que c'est pas forcément aussi technique que ce pourquoi vous êtes là aujourd'hui, mais c'est quand même important. Donc moi, je fais partie de la société Actimpro, qui fait partie du groupe Ovalie Innovation. On est une société spécialisée en conseil en innovation sur 3 spectres majeurs, qui va être le financement de l'innovation dont on parle aujourd'hui, la partie conseil en stratégie d'innovation et également tous les aléas et tous les alentours qu'il peut y avoir dans l'innovation, c'est-à-dire le recrutement de personnes qui soient techniques, management, en local ou à l'étranger, à l'international, la partie DAF externalisée, la partie levée de fonds, enfin, tout ce qui peut aller autour. Il y a une chose qui est assez importante dans le financement de l'innovation, c'est qu'il faut comprendre
que dans les aides à l'innovation, il y a deux grandes parties, deux grandes méthodes qui vont être les aides directes et les aides indirectes. Savoir que les aides directes, c'est assez important de comprendre qu'il faut, comme mon confrère l'a dit de la région ce matin, les demander avant de commencer à entamer les dépenses, parce que sinon elles ne seront pas éligibles. Et puis on va voir les aides indirectes qui, elles, se feront a posteriori. Donc une fois que l'argent est dépensé, on le déclare et on récupère quelque chose dessus. Donc les aides directes, c'est celles dont on a parlé ce matin, les aides régionales, mais également les aides nationales et européennes. On va en parler un petit peu plus. Donc il y a quand même 47% des PME qui bénéficient de ces aides en France, 21% de TI, le reste en groupe. Et après ça, sur les aides indirectes, donc crédit d'impôt recherche, crédit d'impôt innovation et les statuts de jeunes entreprises innovantes, c'était pareil, il y a quand même une bonne partie de PME et de TI qui peuvent en profiter. Donc, ce serait dommage de s'en priver. Au niveau de ce qu'il y a, je vais essayer de ne pas faire de redite par rapport à ce matin, même si forcément il y a quelques croisements. Il vous a parlé du projet, des projets d'innovation France 2030. Je vous ai remis les chiffres, mais on ne va pas en parler. Par contre, il y a un projet dont il n'a pas parlé ou très rapidement, c'est le projet IDEMO, qui est un concours d'innovation. Là, forcément, ça va dépendre des promos sur lesquels on tombe et des sujets qu'on a. Mais c'est quand même des choses intéressantes parce qu'on est quand même sur des projets avec 1 à 4 millions de projets et de la subvention qui peut aller jusqu'à 60% selon la taille de l'entreprise. Donc, c'est des projets qui ne sont pas à ignorer. On est sur l'innovation. C'est vrai qu'on est sur un meeting aujourd'hui énergie et innovation. Des aides purement énergie, en ce moment, il n'y en a pas beaucoup. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas après. D'où l'intérêt de nous contacter quand il y a des projets, parce qu'on peut faire une veille spécifique et regarder ça. Mais là, en tout cas, on s'est focalisé sur la partie innovation. Je fais un petit focus sur le France 2030 projet filière, où là, on est sur un projet qui doit être porté par une seule entreprise ou un groupement d'entreprises, un GIE ou groupement d'intérêt économique ou des choses comme ça. Là, on est sur quelque chose qui doit avoir vraiment un impact sur la filière. On prend la filière énergie, par exemple, ou la filière électronique. Le but, c'est que 70% des fonds engagés servent à structurer la filière. Quand on parle de structurer la filière, ça peut être la création d'unités industrielles partagées, ça peut être des mises en place de plateformes technologiques, ça peut être pas mal de choses comme ça. Il y a des beaux projets, il y a des choses intéressantes à faire. Et dans cette structuration de filière, on peut aller jusqu'à 30% de R&D, ce qui n'est pas négligeable non plus, parce que ça finance 30% de R&D, ce qui est assez intéressant. Ce qui est intéressant aussi en étant en région centre, c'est que comme pour les aides à l'innovation et avant, la région centre finance pas forcément plus, mais d'une façon plus intéressante, parce que la part de subvention va être plus grande en région centre dans le dispatch des aides envoyées que dans les autres régions. Donc, c'est un petit avantage qu'on a en région centre. C'est aussi sympa d'en profiter. Maintenant, on a les aides nationales. Alors là, je vous ai mis un petit peu les principales. Je ne vais pas faire un cours détaillé sur tous les éléments point par point parce que ça aurait peu de sens, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'on va avoir des aides à la faisabilité, des aides au développement, des aides au prototypage et qu'il faut savoir jouer de ces aides au bon moment dans le développement de votre produit et dans la recherche de votre produit. Donc ça, on peut en parler après si vous voulez, il y a aucun souci. Et puis, je vais faire un petit focus aussi sur une aide qui, pour le coup, est assez ciblée énergie, qui est dans les aides européennes, donc dans le cluster 5 des aides européennes, climat, énergie et mobilité. Et alors là, on est sur des gros projets. Je préfère quand même le signaler tout de suite. Je suis peut-être un petit peu de fond, je suis désolé, depuis tout à l'heure. On est donc sur des projets qui sont réservés au niveau collaboratif, donc 3 entités minimum avec un mix possible entre public et privé, et venant de 3 pays européens différents. Forcément, ça réduit peut-être un petit peu le spectre, mais on est sur des projets où quand même on est sur des montants de projets 2 millions minimum, de 3 millions minimum et 4-5 millions en moyenne, où on va aller soit sur de la partie recherche, donc vraiment jusqu'à de la recherche fondamentale, donc très amont dans les TRL, avec des projets de recherche à plus de 3 ans,
100% de subvention, donc c'est rare aujourd'hui d'avoir 100% de subvention, fallait le signaler, ou sur la partie innovation qui sont plus proches de la mise sur le marché et de l'arrivée sur le marché, où là on reste quand même aussi à 70% de subvention, ce qui est plutôt important dans le domaine. Il y a des points que je vous ai mis dans les 6 domaines visés qui sont ici, qui sont vraiment en lien avec la partie énergie. Donc, sciences du climat dans la neutralité climatique. Il y a la transition climatique. On parlait tout à l'heure des batteries. Là, on parle de batteries compétitives et durables. Donc, on est vraiment dans le spectre. On est sur l'approvisionnement énergétique durable, sûr et compétitif, donc des énergies renouvelables. On parle du réseau, on parle du stockage de l'énergie, encore une fois. Donc, on est en plein dedans. Le captage, l'utilisation et le stockage du carbone en tant que réutilisation énergétique aussi potentiellement derrière. L'utilisation efficace, durable et inclusive de l'énergie. Donc, il y a vraiment des choses qui sont intéressantes d'un point de vue énergie, stockage de l'énergie, utilisation de l'énergie renouvelable. Il y a des études à faire, hein, donc il faut regarder ça de manière précise. Nous, là-dedans, ce qu'on peut faire, c'est vous accompagner justement à faire les bons choix. Il y a une jungle un petit peu d'aide. Nous, tous les ans, quand on accompagne nos clients, c'est 29 millions d'euros qu'on aide à financer pour nos clients. Donc, c'est pas rien. Donc, des subventions, des avances renouvelables, du prêt innovation, des prêts participatifs. Et surtout, ce qui va être important, c'est de réussir à vous délester un maximum de temps, à vous accompagner de manière assez globale, en faisant surtout aussi des optimisations entre, vous avez peut-être déjà du crédit d'impôt recherche, du crédit par impôt innovation. Le but d'aller chercher une aide, c'est pas que ça sorte de l'assiette du crédit d'impôt innovation derrière et que finalement ce soit moins intéressant. Donc, il y a vraiment des calculs à faire. Il y a un peu d'ingénierie financière pour le coup. C'est pas la même que l'ingénierie technique, mais c'est pas toujours plus simple. Mais donc voilà. On vous accompagne vraiment de manière globale. Le but, c'est de comprendre le projet techniquement. Ce que je voulais vous mettre, c'est que derrière, on a une équipe complète avec des docteurs, des ingénieurs qui comprennent techniquement ce dont vous parlez. On n'est pas uniquement des financiers, on n'est pas uniquement de la stratégie, du marketing. On a du concret derrière qui vont vous aider à rédiger et qui vont vous aider à comprendre et à positionner vraiment les projets dans le meilleur sens pour pouvoir maximiser les chances de réussite au niveau de l'aide. Et puis tout simplement, s'il n'y a pas de chance de réussite, en général, on dit tout de suite et on n'y va pas parce que ça n'a aucun sens de faire perdre du temps. Voilà, j'ai essayé d'être court, j'espère que c'était compréhensible. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci Gilles. Alors, c'est vrai que je n'ai même pas dit tout à l'heure dans la présentation que le Crésit avait les agréments crédit impôt recherche et crédit impôt innovation. Donc, voilà, ça peut toujours être utile pour vos projets. Je vais vous présenter là aussi rapidement, parce qu'on n'est pas en avance, pardon, le guichet européen Polytronics, qui est un guichet porté par le pôle de compétitivité Polyméris. Alors, ce n'est pas directement en lien non plus avec l'énergie. Malgré tout, l'idée, c'est d'accompagner et de financer une partie des projets d'industriels qui sont donc dans le domaine de la plasturgie, des textiles techniques, des caoutchoucs ou des composites, pour mettre en place un accompagnement avec les partenaires du consortium sur différents sujets, notamment l'optimisation des process de fabrication. Donc, voilà, l'idée, c'est d'accompagner sur 2 parties. Process de fabrication, alors avec la remontée de données, donc ça va du capteur jusqu'au traitement des données. Ça peut être aussi de l'innovation de produits, mais là, c'est quand même encore plus éloigné par rapport à la thématique d'aujourd'hui sur l'énergie. Malgré tout, voilà, il y a aussi des compétences sur ce sujet-là. Alors, quelques exemples d'offres de services concrètes qu'on peut présenter et qu'on peut réaliser via ce guichet unique Polytronics. Il y a des plateformes, notamment IPC par exemple, hein, le centre technique de tout ce qui est polymère, qui ont des lignes de fabrication. Et si vous souhaitez tester, valider un processus ou une remontée d'informations sur, par exemple, une ligne j'ai mangé le mot, d'extrusion, voilà. Ils ont des machines et donc vous pouvez tester chez eux des solutions et ensuite pouvoir les déployer dans votre usine à court ou moyen terme. Et il y a aussi, par exemple, un service de traitement de données au service de la performance environnementale, comme je disais tout à l'heure.
On peut tester et valider sur une des machines, par exemple, si vous en avez plusieurs dans vos entreprises, de mettre en place sur une machine des capteurs particuliers, remonter la data, traiter ces datas, voir comment elles peuvent optimiser ou améliorer la performance de cette machine-là, ou optimiser aussi le taux de rebut, etc. Ce n'est pas seulement sur le côté énergétique. Et ça vous permet vraiment de tester avant d'investir et de déployer ça sur toutes vos machines. Les partenaires, il y en a pas mal, hein. Il y en a à peu près 18 sur la France entière, notamment dans l'Est de la France, puisque le pôle de compétitivité a aussi pas mal d'activités en Rhône-Alpes, notamment, avec toute la vallée de la plasturgie dans l'Ain. Mais voilà, il y a vraiment tout un regroupement de compétences à votre service, sachant que l'Europe finance 50% du projet. Donc, ça vous permet de tester un produit ou une innovation de process de façon aidée par des fonds européens. Et là, c'est un montage simple, puisqu'en fait, c'est le consortium qui se charge de faire le lien avec l'Europe. Vous avez juste entre guillemets, à venir avec votre projet et à consulter les partenaires. Donc, nous, le Crésit, on en fait partie sur la partie, évidemment, plus capteur. Ce n'est pas nous qui allons vous conseiller sur tel polymère, etc. Mais voilà, ça peut être intéressant et on peut être le point d'entrée pour cet accompagnement-là. Donc voilà, écoutez, merci à tous. C'est la fin de cette journée. On vous a mis dans les petites pochettes, et j'ai oublié de le dire tout à l'heure, des questionnaires de satisfaction à remplir. Voilà, c'est important pour notre suivi qualité, pour nos financeurs aussi, qui sont la région centre, les fonds européens, l'État et puis la métropole d'Orléans. Donc, voilà, et pour ceux que ça intéresse, on peut faire une visite du Crésit aussi, puisque nos instruments de mesure et de préqualification sont juste au rez-de-chaussée. Donc, pour ceux que ça intéresse, voilà, je suis à votre disposition et puis on peut aller voir un peu plus concrètement ce qu'on fait au Crésit. Voilà, merci à tous. Merci.